Bonjour et bienvenue sur le podcast Faire des vidéos d'entreprise, le podcast qui confronte les arts cinématographiques, l'audiovisuel et le marketing. On va dire ce qui nous a amené à faire de la vidéo, ce qui nous rassemble et un peu ce qu'on va découvrir dans ce podcast. Je vais me présenter rapidement. Je suis Alexandre et j'ai fondé Studio Interview, qui était une agence de communication digitale. J'accompagne les dirigeants et les responsables marketing à pouvoir raconter leurs produits en vidéo. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Farid ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis réalisateur de films, donc j'ai fait des courts-métrages. J'en ai fait un qui s'appelle Entre les mots. Il y a eu 85 prix et distinctions à travers le monde. C'est un film qui porte sur le bégaiement. Et voilà, pour un bègue, en fait, c'est un film qui était inspiré de ma vie, parce que je suis bègue aussi. Et pour un bègue, je suis très content de faire ce premier podcast avec toi. Et moi, je suis très content aussi et je te trouve très courageux et je trouve ça, c'est une démarche vraiment très authentique de pouvoir vraiment assumer. J'espère que ça va pas durer 2 heures, hein, parce que quand on est bègue, en général, ça dure très longtemps. Ouais. Ce qui nous réunit, c'est que tous les deux, on est convaincus que la vidéo, c'est le format qui fait passer des émotions, qui nous rend impactants. Parce que toi et moi, on a tous les deux, on en a eu marre des films ou des messages lisses qui laissent aucun impact, où les gens ne se mouillent pas. Au contraire, en fait, ce qui apporte la confiance, l'attention, c'est l'authenticité. Et je me mets à bégayer aussi, moi je me sens proche de toi là. Donc on va parler de ça. Et ce qui va nous confronter, moi c'est mon regard de sales et de marketeur, parce que moi j'ai 10 ans, 15 ans de vente, de marketing digital et de gestion de projet web. En plus des films, je fais aussi des vidéos d'entreprise, donc je pense que c'est aussi ça qui nous réunit, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce que je trouve que dans le cinéma, comme dans les vidéos d'entreprise, il y a ce qu'on appelle le leadership, et le leadership, c'est quand on gère des équipes, quand on gère un projet de A à Z, c'est aussi ça, le leadership, et je pense que dans la vidéo d'entreprise, on retrouve un peu ça aussi, et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est pour ça que je fais aussi des vidéos d'entreprise. Mais tout à fait. Dans une vidéo d'entreprise où l'on parle face à la caméra, on se mouille, on montre ses imperfections, on montre qui on est. Et c'est ça que j'aime aussi. Et c'est ça, on a une cible commune, et c'est celle des chefs d'entreprise, des gens qui ont eu l'audace, l'intelligence et la ténacité de construire une entreprise qui aide d'autres personnes, qui apporte de la valeur et qui ont une vision à défendre. Qui l'ont vendu à ses salariés pour les embaucher. Et puis il y a des clients qui font vivre plusieurs personnes et qui continuent d'apporter de la valeur sur le marché. Et alors là où je trouve un peu dommage, c'est que quand on développe un vrai savoir-faire, une vraie expertise, qu'on a des clients, qu'on a aidé des gens, c'est pas parce qu'on a cette expertise qu'automatiquement les gens le savent. Il faut bien le communiquer à un moment donné. Il y a le téléphone, il y a les écrits, etc. Le format de loin le plus engageant sur les réseaux sociaux, et LinkedIn le dit, Instagram le dit, c'est pas moi, c'est la vidéo qui apporte 3 fois plus de retour sur engagement par rapport à l'image, le texte, ensemble. Moi, en tant que bègue, justement, j'ai des problèmes de communication, et le fait de faire un métier dans la com, c'est aussi pour me surpasser et me dépasser. C'est incroyable, maintenant, la vidéo d'entreprise, c'est une forme de véhiculer des messages, et c'est une forme de communication qui est maintenant partout et tout le temps, quoi. Donc, c'est génial. Ce que tu dis tombe pas dans l'oreille d'un sourd, parce que je me reconnais, je suis un peu timide dans ce livre, etc. Et moi, je crois que dans l'univers, il y a une espèce de prime à l'audace et à raconter quelque chose de manière bien construite. Il y a un début, une fin, une histoire. Ça nous réunit, ça aussi, le storytelling, la narration, la mise en scène, ou délivrer un message de manière vraiment efficace et qui cite de l'émotion. Ce qui nous réunit, c'est aussi l'authenticité. Je pense que tu as aussi cette capacité-là à faire des vidéos d'entreprise. Et moi, je fais du cinéma et on a notre personnalité, on est typé aussi. Donc, je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme et la force d'un message qu'on cherche à véhiculer dans la communication. Oui, c'est ce qui est de beau dans notre époque aussi. On n'a pas besoin de demander des autorisations pour créer son contenu. Aujourd'hui, la vidéo devient accessible. Ce qui dure, c'est de sauter le pas, de voir qu'on a des marges de progression avant d'arriver à quelque chose d'impactant, qui parle à son audience. Et moi, j'ai aimé ton film. Je trouvais ton approche vraiment très, très dans Entre les mots, originale, dans le sens où c'est dans le thème de l'inclusion. Et moi, je vois en termes marketing, plus de la sensibilisation. Une entreprise qui a besoin de sensibiliser son marché, de l'évangéliser, qui a besoin en fait de faire prendre conscience à des gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle a une solution à proposer. C'est une façon très très douce de susciter de l'intérêt avant de pouvoir placer et vendre sa solution. Dans Entre les mots, j'ai découvert, et dans ce film, tu as 85 prix et distinctions.
c'est bien ça. Pour la réalisation de ce film, c'est que tu devais... Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ce film a été si bien reçu, si bien sur la forme que le fond, en fait, c'est incroyable. Moi, je m'attendais... et que l'on pourrait donner aux responsables de com, responsables de marketing et porteurs de projets et chefs d'entreprise qui ont ce genre de message, qui ont un vrai fond à faire transmettre. Je trouve que la connexion que tu fais entre le cinéma et le monde de l'entreprise est très intéressante parce que je pense qu'il y a toujours une prise de risque quand on fait un film ou une vidéo parce qu'on part sur un message, on part sur une vision et on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Ça veut dire que je ne m'attendais pas du tout à voir 85 prix et distinctions et 135 sélections en festival à travers le monde. Pour moi, ça m'a dépassé en fait. Au début, je me suis dit, bon, si je réussis à avoir 3-4 prix, c'est bien et voilà. Parce que je me rappelais exploser les charts là, c'est bien au-delà. Ouais, parce qu'en fait... Fallait oser. Oui, mais en fait, c'est surtout que mes courts-métrages précédents, j'avais eu aucun prix. Pour moi, avoir un prix, c'était très difficile. Et ça reste très difficile. Mais je pense que quand on croit beaucoup à son projet, son histoire, le message qu'on veut véhiculer, qu'on veut communiquer aux gens, et que le message est clair, et qu'il est fort, et qu'il est impactant, et que... Je pense que j'ai tellement cru en ce film, j'ai passé 4 ans, 5 ans sur ce film, de la prépa à la post-production. Je pense qu'au bout d'un moment, bah oui, il y a une retombée qui se fait, mais je ne m'attendais pas à autant, en fait. Oui. Et voilà, c'est bien ce qu'on disait, il y a une prime. En fait, avec ce format vidéo, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut devenir exponentiel. Le succès, les récompenses qui tombent, hein, c'est ça qu'on... Tu t'attendais pas, tu as fait ton travail sérieusement, mais avec la vidéo, il y a plus de vues. Après, c'est autre chose. Moi, je ne veux pas trop mélanger film et vidéo d'entreprise, parce que c'est vrai qu'on peut vite faire... on dit, ah oui, du coup, tu as des prix en festival, donc pour les vidéos d'entreprise, tu as des prix festival. Non, c'est pas pareil du tout. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les tout premiers prix, quand je les ai eus, j'étais très, très ému. Et après, c'est limite si on me disait, non mais stop, là, maintenant, tu as trop de prix, c'est bon, on a compris. Ne me dis plus que tu as des prix, tu vois. Ça marche. Et pour recentrer un petit peu, ce que je pense... Et du coup, pour la vidéo d'entreprise, là, je me suis mis à créer du contenu pour mon réseau social. Et en termes de vues, on peut attirer du monde et créer une communauté autour de la marque. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, en créant des snacks vidéo sur TikTok ou Instagram. Où là, j'ai fait 100 000 vues. Forcément, dans ces vues, bah, tu as un potentiel aussi de convertibilité en... Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le snack content, le snack vidéo, comme tu l'as dit? Alors, le snack vidéo, c'est un terme American qui vient qui en fait est très nouveau depuis 4-5 ans, je pense maintenant, et qui vient de ce format où on crée du contenu qui n'est pas compliqué comme le cinéma, on a besoin d'une équipe, on crée... Là, c'est vraiment, on prend son téléphone portable, on a une idée en tête, et bam, on tourne et on a du contenu pour les réseaux sociaux. Bah oui, parce que ce qui s'est passé depuis l'avènement de Instagram et puis de TikTok et des shorts, c'est qu'on est dans un environnement où il y a une pléthore de contenu. Il y a vraiment beaucoup de vidéos, de posts, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube, Instagram et autres. Des formats plus courts ont été inventés parce que l'enjeu, la difficulté, c'était de capter l'attention. Et puis la garder ensuite, c'est une autre histoire. Mais vraiment, dans une compétition féroce pour avoir l'attention des internautes, il y a eu un format qui a été construit. Là, on parle purement de marketing. Le snack content, c'est du snack. En fait, c'est du feed que l'on consomme très rapidement. Des formats courts de vidéos qui durent entre 5 et 40 secondes. Là où l'enjeu, c'est de réussir à capter l'attention et de rediriger vers quelque chose d'autre. Alors, tu disais tout à l'heure, attention. On attire l'attention avec aussi ce qu'on appelle le hook. Voilà, c'est-à-dire que l'accroche. Voilà, c'est une accroche, comme le Captain Hook, hein, bien sûr, le cinéma. Qui va hameçonner. Tu vois, là, on fait le lien avec le cinéma, le Captain Hook, tout ça, le Captain Crochet. Voilà, c'est fun. Et du coup, en fait, les 5 premières secondes d'une vidéo, c'est très important, puisque c'est ce qui va faire que, en fait, le mec va vouloir continuer de voir la vidéo. Mais le hook, c'est un hack. C'est ça qui va permettre de pirater. Voilà, jusqu'à le call to action. L'attention. Et là où on peut attirer des clients qui sont potentiels. On va y venir du call to action. Oui, c'est un point important pour déclencher de l'action, que ce soit une demande de devis, une demande d'étude. Il y a bien un moment, oui,
on l'amène. Pour voir, c'est qu'en fait, tu as été primé. Ça témoigne un peu de la qualité de réalisation et de montage. Quels sont, selon toi, je parle aux vidéastes, les éléments qui font qu'une histoire est mémorable? Je pense qu'une histoire est mémorable à partir du moment où elle est sincère et authentique. Je pense que de plus en plus, on est dans un monde où tout est robotisé, tout est digital, l'intelligence artificielle, le fake, deepfake. Et les gens, ils ont besoin de se reconnecter au réel, à quelque chose de plus humain. Et donc, je sais que c'est bête à dire comme ça, mais des trucs simples, des choses humaines comme des émotions, des erreurs même, ça peut créer une touche, ça peut créer un truc que on ne retrouve plus puisqu'on est dans un monde virtuel, on est envahi par le virtuel et du coup, l'homme, par sa nature, recherche à se reconnecter avec l'humain parce que c'est essentiel. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où il y aura de l'humain. Imagine, là, tu as ton commanditaire, c'est le chef d'entreprise ou le responsable marketing qui veut faire une vidéo. Il dispose de peu de temps, mais il a un message à faire passer. Il a besoin d'authenticité, de crédibilité pour inspirer confiance. Et bon, on fait tous des erreurs. Quelles sont les erreurs dans lesquelles ils tombent souvent et qu'ils doivent savoir tout de suite qu'on doit pouvoir amener dans la vidéo dans les premières secondes? Il faut que le message soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté dans le message. Et moi, si ça me concerne moi, je mettrais de l'humour, quoi. On est dans une époque maintenant où on rit beaucoup moins, où maintenant, dès qu'on essaie de faire rire, ça choque, ça provoque, c'est mal vu. Ça peut être à double tranchant, l'humour. C'est vrai, c'est sûr que c'était pas un peu le cas dans les années 90 où voilà, on pouvait rire de tout, des Chinois, des Arabes, Parce qu'ils se taisaient avant, ils faisaient pas de podcast, ils n'osaient pas prendre la parole comme ça. Peut-être, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Celui qui parle pas a toujours tort. Moi, je pars du principe que quand ça fait pas rire, ça blesse. Parce que quand une blague, les gens y rient, c'est que ça marche, c'est une blague qui fait rire et c'est drôle. Mais quand on fait une blague, ça rit pas, bah c'est un bide et du coup, on le prend comme une offense. Ah, tu te moques de... Voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais après, je pense qu'on est dans un autre thème sur la liberté d'expression et tout ça. Mais... La créativité, l'humour, lorsque c'est bien fait, bien sûr, ça peut produire un effet super fort parce que c'est mémorable, souvenez-vous. Mais on voit beaucoup de clowns sur les réseaux sociaux, des gens qui font des hooks pas possibles juste pour essayer de gagner l'attention, mais c'est pas ça déterminant. Mais attends, je pense que cette question... Mais moi, je pense que c'est de la créativité. C'est de la créativité. Et justement, c'est le cinéma qui apporte de la créativité aux vidéos d'entreprise. Puisque c'est l'art qui se mêle à l'entreprise. La créativité, c'est quelque chose de complètement humain, au final. Maintenant, je vais venir sur ce à quoi je voulais t'amener, en fait. C'est mon expérience. Quand quelqu'un fait une vidéo d'entreprise et qu'il a à promouvoir ses services, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il parle direct de lui. En fait, le héros de l'histoire, ça ne doit pas être lui. En fait, ça doit être la personne qui a un problème, qui cherche une solution parce qu'il a essayé de faire des choses et qui ne marchait pas et qui rencontre quelqu'un qui a quelque chose à lui offrir. Ça, je trouve que c'est un tue l'attention. Lorsque bonjour, je suis là, je vous fais des vidéos d'entreprise, je peux vous faire des vidéos d'interview, je peux vous faire des vidéos de captation, je peux faire des ça, et je peux m'occuper du montage. Enfin, quelqu'un qui fait une vidéo de présentation, qui veut capter l'attention, qui veut attirer l'attention, c'est, je sais pas, tu me diras, t'es d'accord ou pas, c'est vraiment la chose qui fait fuir. Il n'y a pas plus efficace. Si vous voulez faire fuir votre clientèle, c'est de vous présenter, il y a votre annonce, je suis une solution. On n'a même pas parlé du problème, on n'a même pas parlé de qui on rend des solutions. C'est une des erreurs que je vois trop souvent que des gens font. Et puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien à dire. Donc vraiment, toi qui parlais de cibler des besoins, de comprendre, ça commence par ça. Chacun a un problème à résoudre. Mais là, je dis un peu des platitudes, mais c'est une erreur que je vois assez souvent. C'est assez important pour que je le dise ici une fois. Après, il y a aussi d'autres choses. Tu en vois d'autres? Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la publicité. Parce que la publicité, c'est un métier justement qui est entre l'art du cinéma et la vidéo d'entreprise pure et dure. Ah oui. Et la pub, c'est créatif et justement, ça parle
à tout le monde. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est éviter des trucs complètement qui fait fuir les gens et très stéréotypés. On parle du spot publicitaire, c'est un format vraiment très structuré, court, où il y a un titre, une accroche, une description et une image qui va évoquer un univers qui va parler normalement à l'audience que l'on vise. Et c'est vrai que le cinéma, il a ça, il apporte de l'image, mais en plus du mouvement. Il y a de la musique derrière, etc. C'est ça tout l'art de la vidéo d'entreprise, c'est d'apporter cette créativité tout en restant dans le message qu'on veut communiquer pour plaire à la cible et au client. Il ne faut surtout pas se perdre dans la créativité quand c'est trop créatif et qu'on ne comprend plus rien. Et même le contraire, en étant trop publicitaire, en mode achetez mon produit. Donc il faut trouver cet entre-deux. Toi, tu as de l'expérience. Tu as eu à faire des vidéos d'entreprise pour Decathlon, des pubs pour Decathlon. Et est-ce que tu as déjà vu ça, des commanditaires qui venaient te voir, disant j'ai une idée, on va faire quelque chose comme ça, et qui en fait n'avaient pas bien préparé justement ce dont on a parlé, plus que le brief marketing, mais toutes ces considérations-là. Alors en fait, il y a un cahier des charges que le client nous donne, c'est-à-dire qu'il y a des codes de couleurs, il y a une charte à respecter, il faut montrer ça, il ne faut pas montrer ça, il faut qu'on parle de ça. Donc il y a un brief qui est très clair en fait quand on fait une vidéo d'entreprise. Après, on cherche à authentifier le message, donc on fait ce qu'on appelle des témoignages clients. Voilà, où on interview des personnes pour qu'ils justement révèlent ce côté humain et authentique et qui touche les gens. Moi, ça me parle un petit peu. Tu sais ce que ça m'évoque quand tu parles de cahier des charges pour la production de contenu marketing? Non. Moi, je venais déjà, en fait, je faisais des sites web, il fallait les référencer. Je faisais aussi je créais et je reprenais des campagnes de publicité sur Google et Facebook Ads. Et donc, il y avait ce format-là avec la cible à qui on parle. Ouais, ça s'appelait l'audience, le profil socio-économique, où est-ce qu'il vit, ses situations géographiques, l'âge, le fait que ce soit un homme, une femme, jeune, plutôt... et qu'il y ait des centres d'intérêt. Il y avait ça. Tu me parles de témoignages clients, etc. En fait, ça, c'est du social proof. Je ne veux pas mettre plein d'anglicismes, etc. Mais en fait, c'est d'apporter la preuve. Parce que le message le plus fort qu'on peut faire pour inspirer confiance, c'est aussi d'être authentique, c'est de montrer qu'on fait quelque chose bien, qui apporte des résultats et qu'on a déjà fait et qu'on continue de faire. Et ça, la vidéo, elle le fait merveilleusement bien aussi. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo de podcast filmé. Parce qu'au début, quand on faisait ce podcast, on s'est dit, bon, on va pas mettre la vidéo. Puis en fait, on s'est dit, non, mais la vidéo, c'est important. C'est important parce qu'on communique sur ce qu'on fait et que c'était pas concevable de faire un podcast sans vidéo. D'où l'importance de la vidéo de nos jours. Que la vidéo puisse être quelque chose qui fait partie d'une communication globale à 360. C'est l'audio, vidéo et voilà. La vidéo, c'est le format qui suscite le plus d'engagement et qui fait les plus de conversions. Bien sûr, ça fait pas tout. Il faut avoir un discours, savoir quoi dire. Il faut avoir un sujet qui intéresse et emmener les gens sur un sujet qui lie en fait l'audience et la personne qui envoie un message. Et après, la vidéo, parce qu'on parle de vidéo en termes d'image principalement, mais c'est vrai que le son est aussi important, quand même très important, parce que on peut avoir une très belle image incroyable, mais si on n'a pas de son, c'est moins impactant aussi. Donc, il faut aussi travailler son son. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aussi en termes d'impact sur le public. On peut avoir une signature sonore, un jingle, mais moi, je pense plus spécifiquement à la voix. Parce qu'on dit que la voix, c'est la personnalité, c'est l'âme d'une personne. Même quand elle est bègue. Surtout quand elle est bègue. Voilà, ça dévoile plus un corps. Jingle. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très important le fait de s'exprimer comme ça. Tout soit optimal en termes de qualité vidéo, de qualité sonore et de qualité humaine authentique. Je pense que c'est une combinaison des trois qui fait que la vidéo marche. Mais je sais que la plupart des vidéos qui ont eu du succès, c'est surtout les vidéos qui sont en lien avec l'actualité, mais aussi quand c'est créatif et que c'est bien mis en scène, c'est bien écrit, c'est bien joué. Donc il y a... Voilà, moi j'ai fait une petite web-série comme ça qui s'appelle Very Bad Dates, qui parle des rencontres speed dating autour d'une table. Et j'en ai fait une comme ça d'1 minute qui a eu 100 000 vues, qui cartonne.
parce qu'il y a, déjà, il y a l'écriture du sketch, enfin, du snack vidéo, comme on l'appelle. Puis il y a aussi le jeu de la comédienne avec qui j'ai joué, qui est Séverine Robic. Et ça parle d'une thématique actuelle qui était, attends, je me rappelle, je crois que c'est le féminisme, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un thème qui est très ancré dans notre époque. Et effectivement, la vidéo a eu beaucoup de succès. Donc c'est vrai que quand on aborde des thèmes qui sont actuels, il y a plus de chances d'être en connexion avec les gens qui se disent « Ah oui, non, mais c'est vrai, on parle de ça. » Et c'est vrai que la plupart des vidéos que je vois, c'est toujours en thématique sur l'actualité. Voilà, alors, petit tips, oui, l'actualité fait vendre. Les journaux le savent très très bien. Donc oui, c'est un petit tips. Et c'est super petit. Et tu vois, juste pour conclure, excuse-moi, pour les vidéos d'entreprise, tu vois, s'il rebondit sur l'actualité, ce serait sur l'écologie, sur le RSE, comme quoi il faut faire attention et tout ça à l'écologie. Et donc, et du coup, c'est des vidéos comme ça qui parlent à notre époque, qui ont plus de chances que ça fonctionne. Tu l'as fait quand ta web-série ? Je l'ai fait en 2024. Toi, tu l'as fait en 2024, vers l'été ? Oui. Voilà, là, donc du coup, ça va faire 1 an. C'est le mois de mai, je crois. Au mois de mai, et c'est au cours d'une année que tu as cumulé toutes ces vues pour arriver à 100 000 aujourd'hui. En fait, on est en août, non, on est en juillet 2025. Non, c'est monté très vite. J'ai pas attendu 1 an, c'est au bout de 3-4 semaines. J'ai atteint les 100 000 vues très rapidement. Bravo, c'est super. Il y a eu un reach, il y a eu sur TikTok. Oui. C'est parce que je dis les vues, non mais c'est truqué, c'est pas vrai, c'est pipé, c'est l'algorithme. Et en fait, tu vois qu'il y a des commentaires. Et quand tu vois les commentaires, tu dis ah ouais, c'est vraiment des êtres humains qui écrivent. Alors, oui. Et donc il y a un engagement qui est fait et qui permet déjà cette connexion avec la marque. Et du coup, créer ta communauté pour justement après proposer tes offres. Oui, les commentaires, les likes, les partages, tout ça sont des. Il y a un mot pour ça, c'est des facteurs d'engagement. C'est des indices d'engagement qui envoient un message à l'algorithme qui dit qu'une certaine cible a trouvé pertinent et a satisfait en fait le besoin de regarder quelque chose chez les internautes. Un des avantages de la vidéo, c'est qu'en fait elle est là. Une fois qu'elle est tournée, on peut s'en servir comme un atout qui reste dans l'entreprise, qui continue de vous présenter H24, 7 jours sur 7 pour qui aurait besoin de vous trouver. Et l'enjeu aussi, c'est qu'elle soit visible, donc qu'elle soit bien référencée. Pour ça, il faut qu'il y ait des engagements. Mon client, par exemple, qu'on avait accompagné, qui existait depuis 15 ans, Julien et Jérémy, si vous m'écoutez, ça faisait 15 ans qu'ils existaient. C'est une très belle entreprise avec 80 salariés qui communiquait jamais, qui fonctionnait que sur du bouche à oreille et qui, les seules fois, pouvaient faire de l'acquisition clientèle ou alors nouer des partenariats, c'était au moment où ils étaient sur des salons. Là, t'imagines, un salon payant, il faut payer 1 500 € pour venir. Il faut mobiliser du personnel qui, normalement, sert à produire des solutions, etc. Pas juste vous vendre, parce qu'il n'y a aucun commercial chez eux. Ils ont fait cette vidéo et leur post, par rapport à ce qu'ils créent autrefois, a eu un taux d'engagement supérieur. C'est-à-dire qu'ils ont eu 5 fois plus de vues. Il y a eu des nombres de devis qui sont venus, mais ça s'est diffusé dans le temps. Et puis, ils ont pu le mettre sur leur site web, ils ont pu le mettre dans leurs emails et sur les écrans de télé lorsqu'ils étaient sur salon. Et ça me fait penser au fait que tu m'avais dit que tu étais sur un salon parisien où il y avait, sur une journée de tournage, il y avait des gens qui avaient investi des dizaines de milliers d'euros pour être présents sur un salon professionnel. On sait combien ça coûte cher. Et ben, le fait de les filmer sur salon, ça amène, ça optimise leur exposition et dans le temps. Et puis ça donne une entreprise qui paye 15 000 € pour être sur Japan Expo. Et ben après le salon, c'est fini. Il n'a plus de contact avec les prospects, alors que c'est un endroit qui le situe. On voit. Enfin, c'est toi qui m'en avais parlé. Je trouvais que c'était assez intéressant de le souligner. Je vais te donner la parole. C'est surtout que faire une vidéo événementielle comme ça sur un stand, en fait, même si ça floppe ou quoi, qu'il n'y a pas de clients sur le moment, c'est quand même une vitrine, c'est une publicité pour celui qui a fait le stand. Et du coup, il peut la réutiliser, cette vidéo, pour plus tard et dire, voilà, moi j'ai fait ça en 95, j'ai fait ça en 2000. Et donc, ça montre la persistance dans le temps de l'entreprise. Et donc, cette accumulation de vidéos, c'est aussi une vitrine qui est incroyable. Oui, donc on pourra dire que pour le directeur commercial ou le directeur marketing qui est sur salon, en vérité, c'est un investissement qui est rentable, en fait, par rapport au coût de l'événementiel. Faut louer la salle, l'emplacement,
louer le mobilier, faire venir d'autres commerciaux qui viennent animer. Et puis ça montre aussi que tu es dans la tendance, que c'est en ce moment, c'est maintenant que ça se passe. Donc il y a un impact aussi sur le moment comme dans le temps. C'est de la communication d'entreprise et maintenant il faut se montrer, il faut montrer ce qu'on fait. C'est que dans la vidéo où tu peux communiquer sur ton image. Tu sais, quand on a une histoire de film qu'on veut le faire, qu'on veut le produire et être sûr qu'on va attirer du monde, on va dire, écoute, on a besoin de prendre une star pour être sûr qu'au moins le film soit rentabilisé et que quand on met une star. Oui, des têtes d'affiche, des gens qu'on a déjà vus, qui ont la confiance. Une tête d'affiche. Tu mets des stars, Danny Boone, Jim Canet, hop. Tout de suite, ça interpelle. On dit, tiens, je vais voir le film de Danny Boone. Ouais. Je sais pas, tu vois. Mais ça, c'est super qu'en transition, ça m'amène sur autre chose. Un des autres clés du succès, en fait, de la construction d'une marque qui soit reconnue, c'est aussi la répétition. C'est le fait de publier régulièrement. C'est-à-dire d'être cohérent dans ce qu'on dit, mais d'être là. Comme les stars, ou comme encore un Scorsese, encore un DiCaprio. En fait, ils ont des collaborations qui ont plu à des auditeurs, à des viewers. Comment t'appelles ça en France ? Des spectateurs. Voilà, des spectateurs. Et qui retournent les voir. Mais ça fait pas tout le film. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de l'histoire, on a besoin de la patte du réalisateur, on a besoin c'est un ensemble de choses qui va faire que ça fonctionne. Parce que un acteur très célèbre, très connu, que tout le monde adore, s'il joue dans un film de merde, le public ne va pas être au rendez-vous. C'est pas forcément la star qui va aussi faire le succès, mais ça, il contribue en tout cas à ce que le film marche dans les salles. Mais c'est important d'avoir un storytelling. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, il n'y a pas de film, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout, quoi. Revenons un petit peu vers la création de contenu sur les réseaux sociaux, à la diffusion de messages pour les entreprises qui cherchent à trouver des prospects ou à adresser à une cible. Il y a une phrase qu'avait dit quelqu'un qui travaille chez Amazon. Donc Amazon, c'est quand même les spécialistes de l'expérience utilisateur. Il disait qu'en fait, pour être mémorisé, c'est sur le plan cognitif, c'est même pas la stratégie, c'est biologique, d'accord ? Sur le plan cognitif, il faut que quelqu'un ait vu votre tête 7 fois avant de se souvenir de vous. Donc pour avoir un impact significatif dans le fait de laisser une trace, dans la mémorisation de vous, de votre message, auprès de la personne qui vous regarde, qui ne vous connaît pas, il faut que votre publicité ou alors le nombre de fois que vous avez publié du contenu, ce soit 7 fois. Donc c'est pour ça qu'il y a eu Blanche-Neige et les 7 nains. Chez Amazon, c'est peut-être différent un petit peu en Asie, mais les Américains, ils arrivent à mémoriser que 6 choses sur une interface au maximum. Et au-delà, s'il y a plus de 6 éléments, on le perd, il ne se souvient plus, il ne se mémorise pas. Donc, après, je pense qu'on a la mémoire courte aussi. Ça veut dire que, moi, je me rends compte maintenant, quand je scrolle sur les TikTok et Insta, que je vois les vidéos, j'ai la mémoire courte. Ça veut dire que je ne me rappelle pas de la mémoire de la vidéo que j'ai vue il y a 4-5 secondes plus tôt. Oui. Il y a des chiffres là-dessus aussi. Le temps de mémoire est passé de... Je ne me rappelle plus de ce que j'ai vu il y a 2 minutes. Tu vois, et c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut lire aussi. On a une population qui a le temps d'attention qui se réduit, mais ça concerne aussi les professionnels, parce que c'est des études épidémiologiques sur du terme long. Je crois que par rapport aux années 80, le temps d'attention il est passé de 11, je crois, en moyen, jusqu'à 7, et ça continue de baisser. Il faut que les professionnels de la communication s'adaptent. Ils savent très bien, mais qu'ils s'adaptent en fait à ce changement-là, à ce changement de paradigme. En tout cas, on va se remémorer de ce podcast. Quand j'ai découvert ton film et comment tu avais amené le sujet d'être bègue, tu vois, ce sujet qui a interpellé autant de personnes qui sont allées voir ton film à travers le monde, qui t'ont permis d'avoir ces prix-là. Et la sensibilisation, c'est l'inclusion, il y a l'histoire, mais il y a aussi des techniques audiovisuelles. Surtout que quand j'ai fait ce film sur le bégaiement, ça s'appelle Entre les mots, c'est surtout que ça a touché tout le monde, mais vraiment tout le monde. Ça veut dire que ça touche les gens qui sont même pas bègues aussi. Donc quand on fait un film inclusif, c'est pas forcément que pour les gens concernés, ça peut toucher une cible beaucoup plus large, parce qu'ils se reconnaissent aussi dedans, ils se disent mais oui, ça aurait pu être moi si j'étais comme ça, voilà. En fait, quand j'ai fait ce film Entre les mots, je me suis pas dit ah oui, je vais faire un film qui est inclusif. Enfin, à aucun moment j'ai réfléchi ça.
J'ai dit, bah non, je veux faire un film qui parle de moi, qui parle de ma vie, mais aussi j'ai envie de communiquer ce message, de dire à quel point c'est difficile d'être bègue de nos jours dans notre société. Et il s'avère qu'on est dans une époque après où maintenant on parle d'inclusivité et tout ça. Et je me suis dit, on est dans la même thématique. Mais à aucun moment, je me suis dit, il faut que ça colle à ça. Donc c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Moi, en tant qu'artiste, je me fie plus à mes intuitions et comment je me connecte au monde par la pensée. Tu vois, je sais que les entrepreneurs font appel à des études de marché, du benchmark, il faut études d'entreprise, des concurrents, tout ça. Mais il y a aussi ton intuition, et c'est quelque chose que dans le cinéma est très important de se fier à son intuition, à sa créativité. Parce que si on se fie trop aussi à l'étude de marché, des chiffres, des trucs, machin, en fait, il n'y a plus d'âme et ça devient un truc totalement impersonnel qui ne plaît pas. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Donc, tu nous as dit qu'au début, tu voulais faire un film vraiment très personnel qui parlait du bègue. Donc, tu l'as écrit, tu l'as fait et avec beaucoup d'authenticité. Et tu as vu, lorsque les résultats... En fait, tu t'es aperçu de quelque chose, tu nous disais. Tu t'es aperçu que ça ne parlait pas qu'au bègue comme tu avais prévu à l'origine. Alors, en fait, c'est pas que j'ai pas prévu, c'est que je voulais communiquer le message de dire à tout le monde, vous avez vu ce que c'est de vivre dans la peau d'un bègue, en fait. Et c'est tout. Ouais. Et c'était que ça. Et du coup, ça a touché des gens. Et c'est là où permets-moi la magie opère. Raconter, parce que moi, je connais l'histoire, en fait. Tu avais fait ce film tu t'en fichais des audiences, tu voulais atteindre les bègues, et d'autres personnes se sont reconnues. Donc, en fait, on est tous, à un moment donné, parce qu'on est tous uniques, on a tous des faiblesses, on a tous on a tous quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on se sent seul. Et ça, ce message, il parle pas que de bègues, il parle d'être mis sur le côté. Oui, c'est ça, c'est très humain. Après, je pense que quand on fait des films, forcément, il faut que ça soit humain, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de... Quoi qu'il y a des films avec des robots IA, maintenant, on a tout. Mais bon, mon film, ça raconte l'histoire d'un étudiant qui doit passer un examen oral. Et justement, vu que le fait qu'il est bègue, il veut pas le passer, donc il trouve des moyens pour ne pas bégayer. Et donc, le film, il parle de ça. Et je pense que n'importe qui peut s'identifier à cet étudiant et se dire, moi aussi, si je passe un exposé devant tout le monde, je serais comme ça. Enfin, tu vois. Ça me fait penser à un client que j'avais accompagné. C'était un cabinet de podo-orthésistes. Donc des podologues, c'est des gens qui sont des spécialistes du pied. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils manufacturaient. Ils faisaient des chaussures spéciales pour des gens qui sortaient de l'hôpital et qui avaient des problèmes aux pieds, qui ne pouvaient plus marcher, des fois qui étaient amputés ou des fois qui étaient déformés. Et une grosse source d'acquisition de clientèle, elle venait en fait du partenariat. Elle est dans un sens gratuit, en fait. Cette personne avait 95% des clients qu'il avait en provenance de l'hôpital. Il y avait des chefs de service, service la santé du pied, qui envoyaient des patients, en fait, pour qui l'hôpital ne pouvait plus rien faire. Et comme par conscience professionnelle, la personne ne pouvait pas vendre. Bon, je vais venir plus rapidement. En vrai, tu sais, il y a un truc que tu sais pas, c'est dans le monde médical, c'est un peu tabou de faire sa promo, de faire de la vente. C'est très, très mal vu. Parce que tout le monde essaye d'avoir cette manne qu'est l'hôpital, mais c'est très très mal vu de vendre. Donc j'avais un client qui avait besoin de travailler, qui avait besoin de communiquer, comme tout le monde, parce que c'est un peu tabou, mais qui voulait, dans son message, pas faire vendeur. Il voulait pas du tout faire vendeur. Il voulait pas qu'on aborde le fait qu'il y ait une promo. Donc on a trouvé autre chose avec le coach en Media Training. On a parlé de sensibilisation ou d'inclusion. Il y a des enjeux qui sont un peu tabous dans la société, et donc une fois que tu tombes malade, t'as des problèmes et il n'y a pas de réponse. Donc je trouvais qu'en ça, le fait de pouvoir construire une vidéo qui parle, il y a un truc très bête qui t'arrive quand tu as un problème, tu préfères le taire, tu préfères ne pas le dire. Tu peux peut-être regarder des vidéos sur Internet, mais si on t'amène pas à dire un jour il faut que tu te lèves et que tu fasses ta rééducation, en fait, tu as besoin d'être encadré, tu as besoin d'être accompagné. Et c'est ce que proposait cette entreprise. C'était de dire qu'il y avait un accompagnement, qu'il y avait une vraie expertise pour faire une chaussure. Et aux médecins, leur rappeler que ils sont là. Donc, il y avait quelque chose à faire. On a fait cette vidéo et c'était efficace. Ce qui est bien dans la campagne de sensibilisation, c'est le fait de mixer la fiction et la pub. Et on véhicule un message qui soit dans la forme très cinématographique, et dans le fond,
voilà, c'est un message très social, très engagé, et ça j'aime beaucoup de plus en plus. Je trouve que les campagnes de sensibilisation, ça peut être très fort, quoi. C'est un mix entre la pub et le cinéma, et je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. On touche au fond, à ce qui est vraiment humain, ce qui est vraiment important. En tant que réalisateur, moi, ça m'intéresserait beaucoup de faire de la campagne de sensibilisation. Donc si vous aussi vous avez besoin d'une vidéo de campagne de sensibilisation, je suis partant. Là, on arrive à un autre step, un autre enjeu de communication. Tout à l'heure, on a parlé des formats courts, c'est un enjeu de pouvoir attirer l'attention et de démarquer dans la masse. Donc, c'est des formats légers, viral, un peu peut-être inspirationnel, qui donne envie de voir la suite. Mais il y a des formats un peu plus longs. Et donc la campagne de sensibilisation, c'en est une. La démonstration du produit d'utilisation, c'en est une. Là, l'enjeu, c'est de rassurer, mais c'est d'éduquer. Et voilà, c'est des formats de valeur où il y a une pédagogie derrière. Lorsqu'on a une stratégie de communication, il y a un premier level, ça s'appelle TOFU, Top of the Funnel. Il y a un maximum de personnes, on essaie de capter l'attention, on essaie de faire en sorte que la personne rentre un peu dans votre univers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle MOFU, Middle of Tunnel. C'est à ce moment-là qu'on sort vraiment ces arguments, ces preuves et les formats pédagogiques où on explique, on apporte de la valeur. En fait, on fait conscientiser aux clients qu'il y a un problème et que petit à petit, si on ne connaît pas le problème, on ne trouve pas la solution au problème. Et puis à la toute fin, il y a Bottom of the Funnel, le BOFU. Là, c'est les contenus, ceux qu'on aime le moins, mais qui font partie du travail, l'appel à l'action. Tu me disais, on y vient, mais là, quand tu as quelqu'un dont tu as réussi à capter l'attention de la personne, elle est intéressée par ce que tu as à faire. Elle a envie d'en savoir plus, je veux en savoir plus. Tu lui as expliqué. Toi, par exemple, tu aurais pu placer des produits, tu aurais pu placer des marques sur ton film, même si ce n'était pas l'objectif au départ. Alors ça, c'est du sponsoring, en gros. Du sponsoring, on y vient. C'est pour qu'on paye à la production pour mettre des marques dans le film. De façon, voilà, c'est de la publicité dissimulée, on va dire. Alors après, tu as des films qui sont plus impactants que d'autres, comme Seul au monde avec Tom Hanks, FedEx. C'est ce qui revient le plus souvent dans le film en mode moi ça m'a bien marqué. Quand tu penses à la logistique, le premier à qui tu penses, c'est FedEx. Ils sont venus au bon moment, tu vois. Ils sont venus au moment où il y a l'univers qui était créé, où il y a des gens, ils étaient déjà devant dans le film et ils s'en souviennent. C'est une connexion émotionnelle. En fait, voilà, c'est la force de la visibilité. Quand tu penses au film Seul au monde, tu penses à FedEx. Tu dis, si le jour où je suis seul au monde, je sais qu'il y aura cette entreprise qui va me sauver, quoi, de cette île. Tu es d'accord, c'est à ce moment-là vraiment que c'est intéressant de proposer un produit, une marque, parce que là, l'auditeur, il y est sensible, il est déjà adhéré. C'est sûr qu'il faut pas, en fait, il ne faut pas que ça soit au détriment du film non plus. C'est-à-dire que dans mon film, entre les mots, si j'aurais mis une marque, je sais pas, pour que la voix passe mieux, une marque de... Ça peut être une marque d'ordinateur ou de connexion Internet. Je sais pas, ça aurait pu être... parce qu'on le voit, en fait, c'est en visio, c'est pendant la Covid, donc il a un examen à faire et on voit qu'il utilise du bon matériel pour parler. Voilà, on aurait pu voir la marque. Oui, c'est vrai. Après, c'est la production qui gère ça, mais je pense que vu que c'est un petit film et tout, voilà. En fait, à la base, déjà, mon film, il devait pas être comme ça parce qu'il y a eu le Covid en 2020 qui est arrivé et du coup, j'ai dû tout le transformer en mode Zoom pour que ça passe. Donc, effectivement, j'aurais pu dire, tiens, je vais tout mettre en mode Zoom, je vais faire appel à une marque pour que machin. Mais ça, c'est le côté commercial. Tu viens de faire une pub pour Zoom. Parce qu'on voit Zoom dans le film sans que tu l'aies su. Oui, mais c'est un fake Zoom. C'est pas la marque Zoom. On a recréé le truc pour faire... C'était bleu, je me souviens, et blanc aussi, comme les logos de Zoom. Oui, on s'est inspiré du truc, mais on a créé le truc. Mais effectivement, après, c'est une démarche qui est commerciale et dire, on va faire l'appel à une marque. Mais c'est vrai que... Et ça le met plus en avant, lui, que par rapport à Google Meet, qui existe, ou alors Microsoft Teams. Oui. Mais après, durant le Covid, le Zoom, ça parlait à tout le monde, donc c'était une évidence. Pour moi, c'était... Voilà. Mais après, il faut avoir cette démarche... Tout le monde n'est pas pareil. Il ne faut pas se mettre à la place des auditeurs. Ouais. Après, il faut avoir cette démarche commerciale de se dire, tiens, là, je vais mettre une marque, je vais mettre là. Mais moi, déjà, c'était mon tout premier cours produit. Et je me suis dit, si je commence à mettre une marque dessus qui va mettre la pression en mode, je veux que ça soit comme ça, et que ça sort du contexte de mon film... je suis pas prêt à ça encore. Je voulais faire ma première expérience de court-métrage sans marque, sans sponsor, sans rien, pour voir ce que ça donnait déjà.
Et après, on peut apprendre à travailler avec les marques, je pense. Peut-être pour un long métrage, tout ça, ce sera beaucoup plus simple, je pense, que sur un court. Et là, T'as que 15 minutes, tu dis, attends, je vais pas mettre une marque qui va me faire chier pendant 15 minutes. C'était Walt Disney qui a créé son univers, ses contenus, ses films pendant des décennies et qui récolte le fruit rapidement en disant voilà, c'est les soldes, c'est l'été, venez au parc Walt Disney. Il a même pas besoin de se présenter vraiment. En ce moment, Walt Disney, au lieu de 120 € pour venir, c'est 80 €. Les gens se jettent dessus. Bah, c'est la force de la marque. En fait, c'est le branding. Oui, mais c'est parce que c'est sûr que tu as une marque comme Disney, en une seconde, bah oui, ça, tout de suite, les gens se jettent dessus. Walt Disney continue de faire Mofu, Bofu, Tofu. C'est-à-dire qu'il continue de faire des contenus courts. Il y a des effets d'affiches avec des nouveaux films Marvel Universe, Star Wars, etc. Après, il y a le film, on veut le voir, c'est un peu plus long, on adore, etc. C'est surtout qu'ils ont commencé par faire des films au début. Disney. Après, ils ont fait des produits, après, ils ont fait un parc, après, ils ont créé toute une stratégie de communication à 360, touche tout le monde. Après, c'est bon. Mais c'est vrai que ça a commencé par des films, parce que c'est l'impact du storytelling, de l'émotion, de l'humain, et puis ça parle aux enfants, donc les enfants, forcément. Et en fait, c'est très intéressant. C'est une cible très facile, aussi, les enfants. C'est un cas d'école super intéressant, mais c'est un peu loin de la réalité des entrepreneurs, des PME, où il y a 5, 10 salariés, 20 salariés, 50 salariés. Pour être au plus proche de leur réalité et de ce qu'ils peuvent faire eux. Souvent, moi, je vais te dire, ce qu'on m'a demandé, c'était d'abord un portrait d'entreprise, où les personnes viennent, parlent d'elles, se présentent. C'est vrai que c'est une étape un peu obligatoire et souvent passer aux oubliettes les autres contenus. D'où l'importance du storytelling. La façon dont tu vas mettre en scène et raconter le message de ta vidéo, de ce que tu veux dire, qui va faire que ça intéresse ou pas. Tu peux prendre le même truc, tu as un million de façons de raconter. Et dans la vie en société, on a toujours utilisé la narration, le fait de raconter des histoires pour communiquer, pour transmettre des informations. Et qui fait que c'est plus... Enfin, instantanément, quand on dit « il était une fois », et là, tu as des enfants en face, leur attention, elle se réveille tout de suite. On est conditionné, en fait, pour écouter des histoires, c'est dans notre biologie. En fait, sans que les gens s'en rendent compte, on est entouré d'histoires. C'est ce qui fait lire, c'est ce qui fait mémorable. La donnée brute, elle ne permet pas de mémoriser. Imagine, tu avais appris... J'essaie de trouver un exemple, aide-moi. Alors moi, je pense qu'il y a l'histoire en termes de narration, la façon dont tu l'écris, tu la racontes, c'est très important tout ça. Il y a aussi l'histoire dans la technique. Ça veut dire que l'histoire de l'angle de la caméra, l'histoire dont les personnages vont se déplacer, et aussi la technique par le montage. On n'a pas parlé du montage, mais le montage, c'est aussi une forme de raconter l'histoire. Ça veut dire que tu peux avoir un plan séquence, comme un plan très coupé comme ça, et c'est deux choses complètement différentes, mais qui vont impacter la vidéo et la façon dont tu transmets ton message. Oui, dans l'histoire, en fait, ce qui est bien, c'est que tu immerges. Il y a un côté immersif où tu amènes la personne qui reçoit le message à rentrer dans ton univers, à ce que tu veux. Et avec la caméra, oui, tu dois certainement avoir... Tu as quoi comme technique, en fait, qui permet cette immersion dont on parle, pour rentrer dans la réalité du film. Le travelling. Alors, c'est un ensemble de techniques, je dirais. Ça veut dire que c'est pas une seule seulement. C'est pas parce que tu fais un plan en travelling que tu vas convaincre les gens. C'est un peu dur de le dire peut-être là, comme ça, avec des mots. Le cinéma, c'est très visuel. Non, mais justement, en fait, c'est un ensemble de bras comme ça. Ça veut dire qu'il faut une bonne musique, très important. Il faut des beaux cadres, il faut un bon montage, il faut une belle histoire, des bonnes personnes qui parlent bien. Il faut tout ça réuni pour que, hop, au final, toutes les étoiles sont alignées, on va dire, pour qu'après, hop, ça passe. Mais il suffit que 1, 2 soit pas bien, bah ça change tout après. On va dire, ouais, mais la déco, elle est vide. Moi, je sais, pour une vidéo d'entreprise, on a fait ça dans un studio, dans son local. C'était un fond blanc, c'était horrible. Ça a moins d'impact que quand on fait dans un lieu qui est dans le prestige, dans un hôtel, dans un palace. C'est pas la même chose que dans un studio blanc. Dans quel contexte ? Donc, il y a aussi le décor à prendre en compte. Il y a aussi le maquillage. Donc, il y a tous les détails comme ça que quand on voit la vidéo, on ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, c'est que ça fonctionne. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Je pense que quand
une bonne musique, c'est une musique, on ne se rend pas compte qu'elle est bonne, puisqu'elle s'intègre bien dans le film. En rhétorique, qui est l'art de convaincre, on parle de logos, ethos et pathos. Et logos, ça correspond à l'enchaînement logique d'idées. On a l'ethos. Un décor vide, ça montre que tu es vide. Quoi, tu vois. Donc, en fait, chaque chose que tu montres à l'image a un impact. Le décor vide, la musique qui est pas bonne, qui ne colle pas à l'image. Tu mets une musique complètement rock, alors que le truc c'est complètement classe, ça colle pas. Tu vois, il y a tout. Faut faire attention à tout. Et ça, c'est un art et c'est une maîtrise technique qu'il faut faire. Moi, je suis pas vraiment d'accord quand tu dis qu'il faut que le décor soit beau pour que ce soit immersif, que l'histoire soit bien racontée. Apple, qui avait envie de dire aux gens, pensez différent, aimer le blanc, aimer que ce soit épuré, et aimer les espaces négatifs. C'est pas donc pareil. Il y avait beaucoup de blanc. Oui, c'est pas pareil, mais le contexte, c'est facile. Mais non, parce que là, tu t'attaques à Apple, et Apple, il mise justement sur le côté blanc. Bien sûr que ça dépend du contexte. En fait, tu as dit quelque chose qui me dérangeait, c'était qu'il fallait forcément un beau décor pour faire une vidéo d'entreprise qui était convaincante. Alors que moi, franchement, je suis pas tôt. Ça dépend de la demande, ça dépend de la cible que tu fais. Non, mais je veux dire quelque chose qui aille en accord avec l'entreprise et ce qu'elle propose. Bien sûr que si on filme toute la vidéo dans la piscine pour vendre, je dis n'importe quoi, pour vendre la piscine, par exemple, oui, on filme dans la piscine, c'est logique. Mais si on dit on vend la piscine et que toute la vidéo se passe sur un toit d'un immeuble, on voit pas, on comprend pas. Sauf si le toit d'un immeuble, il y a de la piscine sur le toit. Mais bon, on est d'accord, il faut que le décor soit cohérent. Oui, voilà, il faut qu'il y ait un lien. Bien sûr, pour moi, c'est évident, c'est tout. C'est évident. Ce qui est évident pour toi ne l'est pas toujours pour beaucoup de gens. Non, mais ça dépend à qui tu t'adresses, à quelle cible, à quelle... T'as loupé. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font des vidéos un peu guindées. Ils sont en costume, où ils essaient de montrer un beau cadre, mais le cadre qui n'est pas le leur. Oui. Et ils veulent faire quelque chose de beau, mais ils perdent en authenticité et en confiance. Mais, oui, bien sûr, quand moi je dis beau, je dis pas... En fait, j'ai même pas dit ça. J'ai même pas dit qu'il fallait que ça soit beau, c'est pas ça, mais qu'il fallait faire attention à ce que tu communiques dans l'image pour que ça colle avec celle de l'entreprise. C'est tout, c'est être en cohérence avec l'image de l'entreprise et de ce que tu veux véhiculer. C'est tout. Chaque détail est important. Donc, quand je te disais que le silence est intentionnel ou pas, dans le montage, est-ce que je coupe ou je coupe pas, ça change tout. Le montage, ça te raconte l'histoire. Ça veut dire si tu laisses ce plan-là, ça te raconte autre chose. Ça veut dire si tu laisses un silence comme ça, il se passe un truc. Tu te dis, mais pourquoi il y a un silence? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une tension, il y a un suspense, il va se passer un truc. Mais si ça coupe comme ça, en fait, s'il y a un montage, ça n'a plus du tout le même sens. Donc c'est tout l'art cinématographique qui s'applique dans la vidéo. Et justement, de mettre en scène, de voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Donc il y a des discussions qui se font entre le client et le prestataire, justement, pour essayer d'être le plus clair possible dans le message et le plus impactant aussi. Pour faire un film ou une vidéo, ça met des mois aussi de boulot. Hein. Des fois, pour 2 minutes, on se prend la tête pendant des mois pour être sûr que le contenu soit le plus optimal possible. On a dit beaucoup de choses pour un premier podcast. Avec tout ce qui a été dit, quelles leçons peut-on tirer de notre échange? Ce que j'ai retenu aussi, c'est que le cinéma et finalement les vidéos d'entreprise peuvent être liés, puisqu'en fin de compte, on communique des émotions, on communique un message, on communique de l'humain. L'émotion rend un message mémorable parce qu'il y a une histoire, etc. Voilà. Et la répétition aussi. Moi, je connais des commerçants comme ça, des PME, justement, où je leur propose justement ce genre de contenu. Je dis, tenez, moi je vous propose de la vidéo, puisque vous n'en avez pas dans votre communication, et ça peut complètement changer votre entreprise, quoi. Ouais. Et sachez que si un jour vous avez envie de passer d'accompagnement ou de conseils pour réaliser votre propre vidéo, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de mettre en avant votre expertise, votre savoir-faire, apporter de la crédibilité sur votre activité par le moyen de témoignages bien réalisés. C'est notre activité, hein. Ça nous arrivera de travailler ensemble et on pourra vous accompagner. Pour ça, vous allez sur... Est-ce que tu as un truc à donner ?
Oh, vous allez sur mon LinkedIn Farid Ismaël. 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 Et moi, Alexandre Huang, Huang Huang, ou taper Studio Interview. On veut permettre à des entrepreneurs ambitieux, à ces gens-là, de pouvoir faire leur visibilité et adresser leur marché. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait tout ce podcast. C'était pour nous vendre, nous, en fait. Voilà. Mais on ne voulait pas parler de nous. On voulait faire genre que c'était au plus près de vos enjeux à vous. On a besoin du marketing pour justement atteindre les objectifs, mais aussi de l'artistique pour pouvoir mettre en forme le message, justement. Mais market, ça veut dire marché. Ting, ça veut dire le fait de se mettre dans le marché. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'existant. Il y a des concurrents, il y a des choses établies, il y a des gens qui viennent sur le marché parce qu'ils cherchent quelque chose à acheter ou à vendre. Et nous, où est-ce qu'on se met sur l'échiquier ? Eh bien, il faut communiquer là-dessus. Il faut faire des choses, il faut créer des solutions, il faut mettre en place des unités économiques. Ça ne fait pas tout, hein. C'est juste le fait de se positionner, le positionnement. Voilà, donc, si on mixe les deux, on prend tout ce qui est le marketing commercial et l'art et la créativité, bam, on a le bon pack. Donc, contactez-nous, l'art et le marketing. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était notre tout premier podcast. Donc voilà. Nous, on a pris un grand plaisir à le faire. On est encore un peu timide si on a fait des trucs et tout. Ne nous engueulez pas. Pitié, oui. Essayez d'être un peu indulgent. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez des questions à nous soumettre, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez nous interpeller, vous pouvez nous écrire sur nos comptes LinkedIn ou dans la chaîne YouTube que vous verrez. On se fera un plaisir de la traiter. Mais en tout cas, c'était super cool. Et j'espère que j'ai pas trop bégayé. Je pense que c'est pas grave. On a bien compris on s'en fiche. C'est vrai que on s'en fiche. Je trouve que j'aurais dû bégayer plus pour que ça soit un peu plus long. Le bégaiement, c'était quelque chose de faible du point de vue de la société. C'est pas bien quand tu dis tu bégayes, c'est pas bien vu. Mais j'en ai fait une force. J'en ai fait un film qui m'a rapporté des prix. Fais ça rapidos. Donc je pense que c'est important de transformer une faiblesse en force. Et c'est pour ça qu'il faut assumer ces imperfections. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Farid. Alexandre 2. Ok, ça tourne là ou... Oui, ça tourne.